Bonjour à tous, bienvenue à ce séminaire cycle. Donc aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Guy Lacroix, professeur titulaire au département de sciences économiques de l'Université Laval, spécialiste reconnu de l'économétrie, de l'économie du travail et de l'évaluation des politiques publiques, invité régulièrement dans des centres de recherche et des universités en Europe, aux États-Unis, en Afrique, et qui a eu la gentillesse d'accepter notre invitation de venir nous présenter l'évaluation qu'il a faite des propositions du comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Merci beaucoup. Alors, merci Jean. Alors, tout d'abord, bienvenue aux gens de Sherbrooke et de Laval. Donc, je remercie Jean aussi de m'avoir invité aimablement à présenter ce rapport-là. En fait, ce rapport, on en avait parlé un petit bout de temps de ça. C'est un rapport qui a été fait à la demande du ministère de la Solidarité sociale pour évaluer les effets comportementaux sur l'offre de travail des personnes donc qui seraient susceptibles d'être affectées par les mesures proposées par le Conseil consultatif de la lutte à la pauvreté. Alors, c'est un travail que j'ai fait conjointement avec mon collègue Jean-Yves Duclos et un de nos professionnels de recherche, donc Nicolas James Clavet. Alors, avant de commencer, j'aimerais peut-être juste expliquer un petit peu ce qu'on entend par une évaluation ex ante. C'est un terme qui est de plus en plus commun dans la littérature. Alors, c'est une évaluation que l'on fait par opposition à une évaluation ex post. Une évaluation ex post, c'est qu'on évalue les conséquences d'une politique, d'un programme, une fois qu'il a été implanté, et une fois qu'on peut mesurer les conséquences où on a pu constater des changements dans les comportements des gens. Alors, l'évaluation ex post, c'est de comparer essentiellement le après et le avant. Le problème, c'est que souvent, la question qu'on veut poser, c'est quels sont les impacts probables d'un programme ou d'une politique avant qu'elle soit implantée. Alors, c'est ce qu'on appelle des évaluations ex ante, avant de l'implanter. Comment peut-on s'assurer de l'effet que pourrait avoir éventuellement une politique ou un programme? Alors, c'est dans ce sens-là que je présente aujourd'hui une évaluation ex ante, des recommandations je dirais, le CCLP à l'avenir. Donc, le comité a proposé certaines recommandations. Ce qu'on nous demande, c'est d'évaluer a priori quelles sont en toute probabilité les conséquences de ces propositions-là. La littérature sur les évaluations ex ante est extrêmement intéressante, elle est en pleine évolution, et l'intérêt de ça est le suivant. Imaginez que vous avez une expérience et que vous avez des données ex ante, ex post. Vous implantez une politique, vous avez des données sur les gens avant la politique et vous en avez après. Le gros avantage de cette méthode-là, c'est essentiellement d'estimer des modèles de comportement sur les données ex ante, sans regarder le ex post. On modélise le comportement avant. Et là, on teste le modèle. Donc, maintenant, compte tenu de ce qui a été modifié dans les programmes, qu'est-ce que ton modèle prédit devrait être le ex post? Donc, on prend les données ex ante, on modélise, on fait des estimations, et là, on dit, bon, je sais qu'une politique a été implantée, j'ai des données pour mesurer le comportement des gens après l'implantation de la mesure, sans même utiliser les données, voyons ce que le modèle prédit. Et si les prédictions du modèle se rapprochent beaucoup de ce que j'observe, effectivement, je peux à ce moment-là simuler n'importe quel autre programme avec une bonne fiabilité. Autrement dit, si on disait, estimons un modèle d'assurance chômage, de durée d'assurance chômage, et compte tenu qu'il y a une réforme d'assurance chômage, concentrons-nous sur les données avant la réforme. Et une fois que la réforme est implantée, simulons son impact avec notre modèle, et si nos simulations donnent des résultats très près de ce qu'effectivement on observe, on peut répondre à la question, quel aurait été l'impact si, plutôt que changer les paramètres de telle façon, on les avait changés plutôt de telle façon, de telle façon, de telle façon. Alors ça, c'est le gros avantage, et c'est vraiment une littérature qui est en pleine ébullition. Évidemment, l'inconvénient qu'il y a ici, c'est que les mesures n'ont pas été implantées. Alors, si un jour elles le sont, ben, je pourrais vérifier si j'étais complètement dans le champ. Okay? Mais à défaut d'avoir ça, voici ce qu'on peut faire de mieux en termes de, selon nous, en termes d'évaluation des politiques, des recommandations du CCLP. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est le CCLP, alors c'est un comité consultatif contre la pauvreté et l'exclusion sociale. C'est un organisme public
Et sa mission est de conseiller le ministre responsable de l'application de la loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Donc, c'est un comité consultatif dont la création découle de la loi visant la lutte à la pauvreté, et il formule ses commentaires et recommandations au ministre dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Alors, l'avis, alors nous, le comité a produit un avis. Dans cet avis-là, il y a une série de recommandations, et beaucoup d'entre elles sont plutôt de nature qualitative. Alors, ce qu'on nous a demandé, c'est de s'attarder à deux principales recommandations qui sont de nature quantitative. Et l'avis découle encore une fois de l'article 59. Alors, c'est un avis qui devait être produit par le comité et soumis avant le 17 octobre 2007. En fait, il a été soumis en mars 2009 au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Alors, les recommandations portent sur les cibles de revenus. Ça, c'est important. Ce sont des cibles. C'est ça qu'on va simuler. Okay? Donc, les cibles de revenus sur les moyens et les moyens à atteindre afin d'améliorer la situation économique des personnes et des familles en situation de pauvreté. Alors, plus concrètement, il y a deux recommandations. La recommandation numéro 2 dans le document qui dit ceci. Et nous, on va traduire cette recommandation-là de façon quantitative. Et d'ailleurs, c'est une recommandation quantitative. Alors, le comité consultatif recommande que dans une première étape, le soutien financier minimal s'établisse de manière à garantir 80% du seuil de revenus disponibles de référence à tout le monde. OK? Alors, je répète. Il y a différentes mesures de pauvreté. Même si le Canada n'a pas de mesure officielle, il y a différentes mesures pour mesurer au Canada les faibles revenus. Une d'entre elles, c'est la mesure du panier de consommation. Ce que le comité recommande, c'est que tout le monde ait au moins 80% de la mesure du panier de consommation calculée dans une ville de 30 000 habitants. Okay? Première recommandation. Deuxième recommandation, c'est la numéro 13 dans le document, c'est de dire le comité recommande que les personnes dont les revenus de travail équivalent à 16 heures par semaine en moyenne au salaire minimum, alors prenez le salaire minimum fois 16, tous ceux qui gagnent au moins ça aient accès à un revenu disponible au moins égal au seuil de référence de la mesure du panier de consommation. Alors, autrement dit, quand on a consulté avec les gens du ministère, on dit, si on veut se comprendre, on veut s'entendre avant de commencer ce travail, une personne qui ne travaille pas aurait accès à 80% du panier. Les personnes qui travaillent un minimum de 16 heures, soit le salaire minimum, celles qui ont un revenu équivalent à ça, auront droit à 100% du panier. C'est effectivement ça sur quoi on s'est entendu. C'est l'interprétation qu'on donne aux recommandations du comité. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? Alors, on va estimer des modèles structurels. Et j'insiste sur le mot structurel, parce que c'est à partir des paramètres structuraux qu'on peut ensuite faire des simulations. Si on n'a pas de modèle structurel, on ne peut pas simuler. C'est pas simplement faire des moyennes carrées, il faut estimer des modèles structurels. Alors, pour différents types de ménages, on va simuler les effets des deux recommandations que je viens de mentionner, et on va calculer le coût attendu des propositions. Okay? On va le faire de deux manières. En supposant qu'il n'y a aucun effet sur l'ordre de travail. Et deuxièmement, en supposant que les gens réagissent à ces recommandations-là, telles que prévues par le modèle, et voir en quoi les coûts des mesures vont changer. Et finalement, discuter d'environnement économique dans lequel les recommandations sont susceptibles d'être mises en place, en particulier sur une hausse du salaire minimum. D'accord? Alors, parce que le contexte dans lequel ces recommandations-là sont susceptibles d'être implantées, éventuellement, correspondent à une situation où le salaire minimum a été augmenté annuellement de façon plus importante que dans le passé. Alors, on nous demande de faire des conjectures là-dessus. Okay? Autrement dit, ce que nos résultats risquent de changer éventuellement s'il y avait des hausses de salaire minimum. Alors, pour commencer, je vais vous montrer un petit peu ce que ça implique, ces recommandations-là. Alors, vous avez ici plusieurs choses dans le graphique. Vous avez ici, empiriquement, la distribution des heures de travail des hommes seuls, sans enfants, donc les hommes célibataires, qui travaillent au salaire minimum au Québec. Donc, vous avez cette distribution empirique-là. Et ce que vous avez ici, vous avez deux contraintes budgétaires. La première est en bleu, c'est donc le revenu disponible qu'un homme gagne, ou une femme, peu importe, sans enfants au salaire minimum. Donc, si la personne ne travaille pas, c'est essentiellement les barèmes d'imposition. À mesure qu'elle se met à travailler, vous avez ici la progression de son revenu telle que définie dans la fiscalité québécoise fédérale provinciale.
les recommandations du CCLP augmentent. Le transfert, la personne ne travaille pas, et le point ici correspond à 80% de la mesure du paiement. Je m'excuse, mais à Québec, on perd le son lorsque le conférencier s'éloigne du bureau. Je suis vraiment désolée. Ah, OK. OK. Oui. Pourtant, c'est... OK. Oui. Il va monter le volume. Si vous perdez toujours, je resterai ici. Parfait, merci beaucoup. OK. Alors, ici, sur le graphique, vous avez la courbe en rouge, qui est celle qui découlerait de la mise en place des recommandations. Bon, et vous me direz si vous perdez le son, là. Ici, c'est à peu près 10 000 le seuil, c'est environ 12 000 okay? Alors ici, vous avez le seuil de 80 et vous avez ensuite la fiscalité qui vient. Alors, vous voyez ici deux choses dans le graphique, trois choses. La fiscalité actuelle, la fiscalité telle qu'on l'observerait éventuellement, et la distribution des heures de travail. On voit que la majorité des hommes qui travaillent au minimum seraient peu affectés par ça. Par contre, il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas qui seraient affectés par ça. Et il y a une certaine densité aussi de gens qui seraient affectés. Est-ce que ça va mieux à Québec? Si je me rapproche? Ce serait préférable de rester près du bureau si c'était possible. Okay. Très bien gentil. Pas de problème. Il est au maximum. Bon, je vais m'en tenir à ça ici. Alors ici, vous avez autre chose. Vous avez ici la distribution des heures de travail empirique des femmes monoparentales avec un enfant qui travaillent au salaire minimum et qui n'ont pas d'actifs. Quand je dis pas d'actifs, c'est parce qu'à l'aide sociale, les personnes, les gens qui ont des maisons ou des voitures, on leur impute un revenu. Et ça, ce sont les personnes qui n'ont pas d'actifs, donc qui ne voient pas leur barème d'aide sociale pénalisé par l'existence d'actifs financiers. Alors, vous avez, encore une fois, la distribution des heures de travail, et vous avez ici deux courbes rouges et bleues confondues. Et la raison pour laquelle les courbes sont confondues, c'est parce que lorsqu'on interprète les recommandations de la vie, si on les appliquait telles qu'elles sont proposées dans la vie, ça pénaliserait les femmes monoparentales. Et donc, on a vérifié avec le ministère, voulez-vous vraiment qu'on simule quelque chose qui diminue les revenus des familles monoparentales? On a convenu que non. Et donc, dans le cas des femmes monoparentales sans actifs, elles ne seraient, on ne simulerait pas une situation pire. Alors, on maintiendrait le régime fiscal tel qu'il est en ce moment. Par contre, une femme ou un homme monoparental, je mets femme parce qu'éventuellement, on va retirer les hommes monoparentaux du fichier, il n'y en a pas, il n'y en a simplement pas assez. Donc, une personne monoparentale avec un enfant avec actif médian, c'est-à-dire valeur médiane de maison et de voiture, là, ça change beaucoup de choses. Parce que la courbe bleue, c'est les revenus que ces personnes-là ont en moyenne à l'aide sociale, avec la fiscalité. Et la ligne bleue, c'est ce à quoi elles auraient droit en vertu des propositions. Et la seule différence, c'est que la différence entre les deux courbes vient du fait que la ligne bleue, on pénalise la personne à l'aide sociale du fait qu'elle a des actifs. On lui impute un revenu. La ligne rouge, on ne pénalise pas les actifs. C'est un revenu inconditionnel que tout le monde reçoit. Alors, ça fait une grosse différence pour ces personnes-là. Et vous avez là aussi la distribution des heures empiriques observées par ce type de ménage-là au Québec. Évidemment, la conséquence, si vous voyez tout de suite, là, c'est que ça fait énormément de changements pour énormément de gens à faible revenu. C'est la volonté, bien sûr, du CCLP. Donc, d'améliorer le bien-être de ces gens-là en passant de la courbe bleue à la courbe rouge. Okay? Alors, nous, ce qu'on va faire, on va estimer un modèle qu'on appelle le choix discret. Et on va simplement supposer que chaque personne fait un choix d'heures de travail parmi un choix fini, c'est-à-dire un nombre discret de possibilités d'heures de travail. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'on va regarder le nombre d'heures entre 0 et 10, 10 et 20, 20 et 30, plutôt que de modéliser les heures en continu. C'est beaucoup plus simple de procéder comme ça, et ça nous permet de nous comparer avec des études européennes où c'est la façon de procéder de façon générale. Okay? Ce qui est important, et c'est fondamental, c'est la façon dont on va calculer les revenus nets. Les revenus nets, c'est le salaire horaire des personnes fois les heures de travail, HCJ, heures de travail I. Le I, c'est un des choix possibles, là. 0, 20, 30, 40, 50 heures semaine. Donc, le revenu net qui reste dans les poches d'une personne à la fin de la semaine, c'est W fois H, plus N qui sont les revenus exogènes, alors des cadeaux, des intérêts sur compte bancaire, peu importe, plus les transferts du gouvernement B pour benefits, hein, c'est le terme consacré,
Les transferts que le gouvernement fait dépendent du type de ménage, dépendent de vos actifs, dépendent de vos revenus. Alors, plus vous avez de revenus, plus vos transferts sont petits. Les transferts dépendent également de vos revenus exogènes et ils dépendent des caractéristiques des ménages, combien d'enfants, l'âge des enfants, etc., etc. Alors, les caractéristiques des ménages apparaissent dans le X. Et de ces transferts-là, on soustrait les taxes, bien sûr, qui sont, bien sûr, elles-mêmes fonction du revenu brut, de vos revenus exogènes et des caractéristiques des ménages. Alors, ça, on va le calculer, vous allez le voir dans 2 minutes, on calcule ça pour chaque personne de l'échantillon sur la base d'un programme informatique de calcul qui, point par point, le revenu disponible des personnes dans notre échantillon. Alors, on va, pour ceux qui s'intéressent, spécifier un modèle économétrique de type logite avec effet aléatoire. Je peux peut-être développer un petit peu plus tard là-dessus, mais je ne suis pas sûr que je vais le faire. Ce n'est pas la place où l'intérêt n'est peut-être pas là. Donc, c'est dans le rapport, ceux qui s'intéressent, mais je vais peut-être rapidement vous le montrer, mais je n'insisterai pas là-dessus. Alors, je vais vous expliquer un petit peu intuitivement, là, c'est quoi qu'on fait. Alors, je vais vous montrer un cas de figure. Et ce que vous avez ici, là, c'est le revenu net en Y et les heures de travail en X. Et la courbe bleue, c'est le revenu net d'une personne au Québec qui gagne un certain salaire horaire et les espèces de pentes, c'est pas fidèle à la fiscalité, mais c'est pour vous illustrer ce qu'on fait exactement. Alors, imaginez que voici ma courbe de revenus possible au Québec si je travaillais 0, 10, 20, 30, 40 heures, ainsi de suite. Alors, intuitivement, ce qu'on fait dans le rapport, c'est ceci. Il y a quelqu'un dans l'échantillon qui travaille à temps partiel, 15 heures par semaine. Une autre personne travaille 40 heures par semaine. Et ces deux personnes-là font ce qu'on appelle des choix optimaux. Alors, ces courbes-là représentent un arbitrage entre le revenu de travail et l'espèce de courbe qui est là montre ce qu'on appelle des fonctions, des courbes d'utilité. Donc, montre l'arbitrage entre, d'une part, plus je travaille, plus j'exige de revenus. Et telles qu'elles sont dessinées là, ce sont des situations qu'on appelle optimales. C'est les choix, c'est ce que les gens veulent faire. Quelqu'un qui travaille à 15 heures, c'est ce qu'elle veut faire. Quelqu'un qui travaille 40 heures, c'est ce qu'elle veut faire aussi. Ce sont des choix optimaux. Alors, si c'est le cas, la ligne en rouge, que j'ai tracée de façon assez maladroite, représente les propositions du CCLP. Hein? Donc, ça affecte essentiellement les revenus faibles. Donc, qu'est-ce qui va se passer si on introduit une nouvelle contrainte budgétaire comme celle-là? Alors, rappelez-vous, les deux personnes ont fait le choix de travailler à temps partiel, une à temps partiel, une à temps plein. Cette personne-là, qui travaille à temps partiel, le seul effet que peut avoir l'introduction d'un supplément de revenus, c'est de diminuer ses heures de travail. Mathématiquement impossible qu'un transfert inconditionnel augmente le travail. D'accord? Alors, cette personne-là, on s'attend, a priori, on verra si le modèle le prédit, parce que ça, ce sont des prédictions a priori théoriques, que les heures de travail devraient diminuer. La personne qui est ici, c'est pareil. La seule incitation qu'elle a, c'est de passer là. Donc, de choisir de travailler moins. Si elle travaille moins, elle peut décider de ne pas travailler moins. Mais rien dans ça va l'inciter à travailler plus. Elle n'est déjà pas admissible. La seule façon dont elle peut se prévaloir des nouveaux transferts, c'est si elle travaille moins. Parce que son revenu est trop élevé pour y avoir droit. Par contre, une personne qui ne travaille pas peut, elle, avoir une incitation à travailler. Alors, toute l'idée, c'est de dire, est-ce que, suite à ces recommandations-là, l'effet, si on veut, négatif sur les heures de travail va l'emporter sur les heures positives? Parce que même une personne qui ne travaille pas peut décider de ne pas travailler. Parce que si vous receviez, je ne sais pas moi, 5 000 $ par année, et tout à coup on vous dit que vous avez droit à 10 000 $ sans rien changer, rien dit qu'a priori ça va vous inciter à travailler plus. Okay? Donc, toute la difficulté, c'est d'essayer de prévoir quels seront les changements à long terme dans les heures de travail. Et forcément, si les heures de travail changent, les impôts payés vont changer. Les cotisations de l'assurance chômage, les cotisations à toutes sortes de programmes vont changer. Il faut tenir compte de tous ces changements-là pour mieux comprendre les impacts potentiels des recommandations. Alors là, ce que j'ai fait, j'ai tracé des bulles sur la contrainte budgétaire, et puis ce que ça représente, c'est la concentration, la masse d'observation dans l'échantillon. C'est pas proportionnel, c'est grossier. Mais en général, il y a énormément de gens qui ne travaillent pas. Il y a des gens qui travaillent 10 heures par semaine, 10, 15 heures par semaine. Donc, il y a des blocs
on observe une masse de personnes qui travaillent autour de 40 heures, 30 heures, 20 heures, ainsi de suite. Et ce qu'on va essayer de faire, nous, c'est de dire, bon, ben, prenons tous ces gens-là dans l'échantillon et alors, on va estimer le modèle avec les contraintes budgétaires effectives et notre démarche consiste à, une fois qu'on aura estimé le modèle, à superposer les propositions du CCLP et voir comment ces gens-là vont se répartir ensuite à travers l'espace, leur revenu de travail. Oui. Oui. Il y a beaucoup d'emplois que c'est 40 heures ou c'est rien, tu ne peux pas descendre à 35 par exemple. Oui. En fait, peut-être l'effet négatif ne sera pas présent parce que justement, on va rester à 40 parce que la possibilité d'aller à 35, elle n'existe pas. Oui, à ce moment, oui. Alors, dans le fond, l'effet négatif est peut-être encore moins. Pire. Oui, ou moins, en fait, parce que tout à fait. ou bien tu vas à 20 heures, ou bien tu restes à 40. Oui, mais encore une fois, il ne faut pas perdre de vue que dans l'échantillon qu'on a, il y a des gens à 35 heures. Okay. C'est sûr que l'emploi que toi, tu occupes. Alors, il faut voir la simulation comme quand on prend un échantillon, je vais en parler dans 2 minutes, quand on prend un échantillon, ce qu'on observe, ce qu'on constate, il y a des gens qui travaillent un nombre d'heures qui ne leur convient pas. Il y a des gens qui travaillent pas assez, il y a des gens qui travaillent trop, on le concède. Par contre, quand vous prenez un échantillon, c'est le résultat de plein de choses. Personnes qui travaillent, il y a des gens 35 heures, 40 heures, 32 heures, 20 heures. Ça, à court terme, c'est très peu flexible, effectivement, mais par contre, sur un horizon de 1, 2, 3, 4 ans, tu peux changer d'emploi. Et il y a 1 million de travailleurs qui changent d'emploi au Canada à tous les 3 mois. Donc, il y a eu beaucoup de changements qui vont se faire. Et si je te dis que tu travailles 15 heures par semaine à 7 $, 8 $ de l'heure, et je te dis que tu peux gagner autant en restant chez toi en ne travaillant pas, ça ne veut pas dire que demain matin, tu vas quitter ton emploi. Mais dans 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'est-ce que j'observerai comme distribution d'heures? Alors, c'est un peu ça qu'on essaie c'est pas demain matin si on implante les propositions demain matin. Dans 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'est-ce qu'on serait susceptible, ceteris paribus, d'observer? Okay? C'est juste parce que l'emploi temps plein n'est pas flexible en fait en termes de nombre. Oui, mais tu peux changer d'emploi. Mais selon les professions. Oui, mais encore une fois, dis-toi une chose, la plupart des gens qui vont être affectés par ça, qui ne seront pas affectés par ça d'aucune façon, c'est des gens qui travaillent déjà 40 heures. Oui, c'est ça que je veux dire. En fait, ils iront probablement pas vers les non, mais pas parce qu'ils ne peuvent pas, parce que c'est pas payant. Oui, OK. OK? Et d'ailleurs, on va le voir. Les gens qui réagissent le plus, c'est fatalement les gens qui s'affectent le plus. Les gens qui travaillent 40 heures à 20 $ de l'heure, d'aucune façon, ces gens-là vont vouloir arrêter de travailler. D'accord? Alors, évidemment, la réaction va être d'autant plus forte sur les gens à faible revenu. Tu as tout à fait raison. Mais c'est pas parce que ils peuvent pas passer de 40 à 15. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Okay? C'est pas optimal pour eux de faire ça. Okay? Mais c'est un très bon point. Alors, la contrainte budgétaire, on va la calculer à l'aide de 4 banques de données différentes. Okay? Et la raison étant que il n'y a pas une seule banque de données qui permet de faire tout ça. Alors, on va faire de l'imputation, de façon avec des régressions. On va imputer des choses. Et l'avantage, c'est que les 4 banques de données dont je parle ont exactement la même structure échantillonnale. Donc, ça nous permet de passer de l'une à l'autre et faire de l'imputation. Alors, la base de données la plus importante qu'on va utiliser, c'est ce qu'on appelle la BDMSPS, la base de données pour la microsimulation des politiques sociales. C'est une banque de données de Statistique Canada. Cette banque de données-là, elle est basée sur le DTR. En fait, le DTR est un sous-ensemble de la BDMSPS. Alors, ce que Statistique Canada fait, à partir de l'EDTR, il va prendre des bases de données administratives des provinces pour des trucs comme l'aide sociale, les prestations d'assurance chômage, donc plein de données administratives qu'ils vont imputer dans le DTR, donc ils vont enrichir le DTR pour que ça devienne la BDMSPS. D'accord? La BDMSPS, c'est un échantillon représentatif de la population canadienne, okay, pour des besoins de simulation de politique sociale. C'est carrément son objectif. D'accord? Alors, c'est très riche parce que c'est le DTR augmenté, si vous voulez. Okay? Et il y a des poids d'échantillons, bien sûr, dans la BDMSPS qu'on va évidemment utiliser. Mais tout n'est pas là. On a besoin, par exemple, de salaires horaires potentiels que les gens peuvent avoir. Ça, on va aller chercher dans le recensement 2001. Okay? Alors, à partir des données du recensement 2001,
on va faire des régressions pour prédire sur la base des caractéristiques observables des gens leur salaire horaire. Parce que les gens qui ne travaillent pas dans l'échantillon, on a besoin d'un salaire horaire pour eux. Et plutôt que de prendre les données de l'EDTR, ça peut causer des problèmes statistiques, on préfère prendre une autre base de données, le recensement, que la même structure, même définition de variable, pour imputer un salaire aux travailleurs, aux gens qui sont présents dans l'EDTR. Puis pas juste aux travailleurs, aux personnes qui ne travaillent pas aussi, bien sûr, ça prend un salaire. Finalement, on a voulu aller jusqu'au point où on va, comme ces mesures-là, on a besoin de savoir la valeur des actifs, parce que les politiques d'aide sociale au Québec, l'aide sociale en particulier, testent les actifs. Alors, il n'y a aucune de ces bases de données-là qui nous permet de savoir quelle est la valeur de votre maison, quelle est la valeur nette de votre voiture. On l'a dans les actifs financiers. Donc, la base de données de l'enquête sur les actifs financiers Statistique Canada va être utilisée pour imputer deux choses. Êtes-vous propriétaire d'une maison, oui ou non, et quelle est la valeur nette de votre résidence? Okay? Alors, c'est une imputation là aussi, bien sûr, basée sur des régressions, de la même façon que le BD-MSPS et le DTR, mais avec lequel on a imputé des données supplémentaires pour l'enrichir. Alors, nous, on va enrichir de deux choses, les salaires horaires, qui sont dans le DTR, mais qu'on ne peut pas utiliser, parce qu'il faut imputer aux gens qui ne travaillent pas un salaire horaire. On va le faire avec le recensement. Et les actifs financiers qui ne sont pas dans le DTR ni dans le BD-MSPS, on va imputer à partir des enquêtes sur les actifs financiers qui étaient beaucoup utilisées pour différentes questions, entre autres l'endettement des ménages. Alors, c'est très utilisé cette enquête-là, elle est très bien faite. Donc, c'est les 4 bases de données qu'on va utiliser. On va se créer, évidemment, il y a de l'imputation dans ce qu'on va faire, mais c'est de l'imputation basée sur les enquêtes de Statistique Canada. Et il y a toutes des corrections qui sont faites pour pondérer les observations. Okay? C'est des questions, là, vous pouvez m'interrompre quand vous voulez. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Bien, une fois qu'on connaît votre salaire, qu'on connaît vos actifs, le nombre d'enfants, toutes vos caractéristiques des ménages, on peut calculer pour chaque personne de l'échantillon sa contrainte budgétaire. La contrainte budgétaire, elle est faite à partir d'un programme informatique qui s'appelle le Canadian Tax Credit Simulator, qui est dû à Kevin Milligan de UBC. Et Kevin a programmé tous les régimes fiscaux au Canada, fédéral, provincial, de 1962 à 2009. Bonjour Pierre. Et donc, c'est ce programme-là qu'on va utiliser pour calculer le revenu net disponible de chaque personne de l'échantillon pour chaque niveau d'heure possible qui travaillerait. Autrement dit, on va tracer la droite de revenu net que je montrais tout à l'heure à partir de ce programme-là. Que je salue Pierre Lefebvre qui est inventé l'UQAM, qui Pierre Lefebvre lui-même utilise ce programme-là dans ses travaux. Donc, c'est ce qu'on va utiliser. On va donc imputer des valeurs à partir de d'autres enquêtes. Une fois qu'on a toutes les variables qu'il faut pour calculer les contraintes budgétaires, on va le faire avec un module Stata qui a été développé et qui est du domaine public. Donc, c'est rendu disponible maintenant sur Internet. Donc, alors, je vais répéter ce que je viens de dire. La base de données principale, c'est la base de données micro-simulation de politique sociale de Statistique Canada, qui est fondée sur le DTR. Statistique Canada impute des variables à l'enquête sur les dépenses des ménages à partir de données administratives. Et dans l'étude, on impute un salaire horaire, la valeur nette de la résidence et la valeur des actifs financiers et la valeur du véhicule. Et tout ça est fondé sur l'enquête sur la sécurité financière des ménages et sur le recensement de la population de 2 millions. Alors, je ne passerai pas à travers ça, c'est dans le rapport, c'est en annexe. Vous avez les résultats d'estimation, je n'insisterai pas là-dessus, sur les salaires. Alors, évidemment, ces régressions-là sont basées sur les données du recensement. On a utilisé 46 000 observations. Et vous avez ici en haut l'équation de salaire qu'on a estimée avec une correction en 2 étapes d'Eichmann pour imputer des salaires sans biais. Donc, ce modèle-ci, qui est estimé à partir du recensement de 2001, va être utilisé pour imputer toutes les variables qui sont là, qu'on utilise pour faire une régression du salaire en log dans le recensement. Ces paramètres-là vont être utilisés parce que les mêmes variables existent dans la BD-MSPS avec les mêmes définitions pour imputer un salaire dans notre échantillon de base. Okay? Alors, vous avez là donc un exemple de régression qu'on a fait pour
calculer les salaires. Vous avez ici un autre exemple, le résultat d'estimation de la valeur du véhicule. Ça, c'est basé sur les données de l'enquête sur les actifs financiers. Et encore une fois, vous avez les paramètres qui sont là, les écarts types, qui sont la plupart statistiquement significatifs. Là, il y a beaucoup moins d'observations, forcément, parce qu'on se limite au Québec. Et donc, ces paramètres-là vont être utilisés pour imputer une valeur nette au véhicule dans l'échantillon. Okay? Et on fait comme ça avec plusieurs régressions. La valeur de la résidence, pareil, ça vient de l'enquête sur les actifs financiers. Ces paramètres, la plupart sont significatifs et les mêmes variables existent dans les deux bases de données, ce qui fait qu'on peut faire de l'imputation à travers les bases de données. Oui? Il y en a 3. Il y a le salaire avec le recensement. Non, mais, je veux dire, vous imputez une fois, puis après. Ah oui, c'est une fois, parce qu'on ne veut pas changer les imputations entre avant le CCLP et après. C'est une fois pour tout, effectivement. Alors, si on regarde la base de données de microsimulation, alors, le Statistique Canada, ben, au départ, il y a au-dessus de 47 000 observations pour le Québec. Alors, nous, compte tenu de la nature de notre travail, ben, il faut éliminer plein de monde. Alors, on a éliminé les personnes qui avaient moins de 18 ans et plus de 65 ans, pour différentes raisons. Alors, on tombe à 31 000 observations. Lorsqu'on enlève les enfants, les ménages dont les enfants ont plus de 18 ans, on tombe à 28. On enlève les couples parce que la fiscalité des couples est beaucoup plus compliquée. Alors, on enlève ces gens-là, on tombe à très bas. Et personnes invalides, étudiants, personnes travaillant plus de 70 heures par semaine, il y en a très peu, donc on ne peut pas les modéliser. Travail autonome, pareil, c'est un régime fiscal différent. Et les hommes monoparentaux, on les enlève, ce qui fait qu'on finit avec 3 000 observations. Okay? C'est l'échantillon qu'on va utiliser. Donc, les personnes seules, mais évidemment, on n'a pas d'échantillon aussi. Alors, on va se limiter à 3 000 observations, bien qu'au départ, on ait accès à 47 000 observations. Mais le problème, c'est que chaque fois, modéliser le comportement des gens de 65 ans et plus, les couples, c'est compliqué, la fiscalité est compliquée, les modèles théoriques sont compliqués. Donc, on s'en tient à des personnes seules ou des familles monoparentales. Okay? Ça va être la base de notre simulation. Bon, ça, je vais passer là-dessus. Alors, le modèle économétrique, je vais être très bref, parce que bon, ça peut donner très technique, et puis c'est pas l'intérêt de la présentation. Donc, on va estimer le modèle, on va calculer. Alors, voyez ce que j'écris ici. L'ensemble de choix utilisés pour les hommes seuls, ils ont le choix entre 0, 8, 16, 24, 32, et ainsi de suite, nombre d'heures par semaine. Il y a plus de points parce que la distribution est plus uniforme chez les hommes que chez les femmes. Il y a plus d'hommes qui travaillent des heures, 64 heures par semaine, il y en a plus que de femmes. Celui des femmes, donc, c'est 0, 8, 16 jusqu'à 56. Et les femmes monoparentales, bien, la distribution est encore plus serrée, donc plus concentrée. Donc là, on va avoir 0, 10, 20, 30, 40, 50 heures par semaine. Ce qui veut dire que pour chaque personne dans notre échantillon, on va calculer le revenu net pour chacune des possibilités d'heures par semaine. Okay? Donc, c'est ce qu'on appelle la contrainte budgétaire. Et la personne va faire le choix qui lui est personnellement optimal. Bon, ça, je l'ai mentionné. Les individus maximisent leur activité sous contrainte de temps et de revenu net. Et, ouais, je ne vais pas insister là-dessus. Et la contrainte budgétaire, ben, je l'ai mentionné tout à l'heure, je la répète. Donc, le revenu, c'est le salaire brut. Alors, le W provient du recensement, plus les revenus exogènes N, plus les bénéfices, donc les transferts du gouvernement, moins les taxes. Et les taxes, ça provient du Credit Simulator de Kevin Mulligan. Okay? Alors, son module va apparaître ici. Alors, quand je parle de paramètres structuraux, il y a une raison pour ça. C'est qu'on ne fait pas simplement une régression linéaire. La régression linéaire ne nous permet pas de faire l'exercice qu'on veut faire. Alors ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser une forme d'utilité qu'on appelle translog et qui a la forme suivante. Alors, on présume que l'arbitrage entre le revenu et le loisir a une forme logarithmique concave. C'est-à-dire, vous voyez le log au carré du loisir, le log et le log au carré du revenu. La raison, c'est qu'on peut tester, une fois qu'on a estimé un modèle comme celui-là, on peut tester que les paramètres bêta 1, bêta 2, bêta 3, bêta 4 respectent les conditions qui
qui nous permettent d'affirmer que les gens se comportent de façon à maximiser leur utilité. Si ces paramètres-là ne satisfont pas certaines contraintes, on ne peut pas simuler. D'accord? Alors, autrement dit, la théorie économique dit cette fonction-là doit être quasi-concave. La quasi-concavité se traduit par des contraintes paramétriques sur les paramètres bêta 1, 2, 3 et 4. Si ces contraintes-là ne sont pas satisfaites, on ne peut pas simuler. Parce que les gens, notre modèle ou les gens ou les données ne sont pas cohérentes avec le petit graphique que je vous ai montré des courbes de dessus. C'est incohérent avec ça. Si c'est incohérent, on arrête tout. On ne peut pas continuer. Si c'est cohérent, à ce moment-là, oui, on peut faire des simulations. Et dans un moyenne carré ordinaire, vous n'avez pas de contraintes comme ça sur les paramètres. Donc, les paramètres dans un moyenne carré ne sont pas des paramètres structuraux. Donc, l'exercice de simulation n'est pas valide dans ce cas-là. Alors, première chose à faire, c'est est-ce que ces paramètres-là vérifient les contraintes prévues par la théorie? Et il y aura de l'hétérogénéité qui va apparaître dans le modèle. Là, à travers le paramètre bêta 1, on va faire apparaître différentes variables, telles l'âge, tel le nombre d'enfants, tel le nombre de la présence d'enfants en bas âge ou pas, qui vont apparaître dans l'utilité. Et ce que ça va venir faire, ces variables-là, c'est de dire, quelqu'un qui a des enfants en bas âge, il préfère ne pas travailler, ou il préfère travailler moins. A priori, c'est ce qu'on pense, on vérifiera si effectivement ces paramètres-là le traduisent. Un. Et deux, on peut penser que plus une personne est âgée, moins, à toute chose égale par ailleurs, elle va être moins intéressée à travailler. Donc, là aussi, on pourra vérifier si les paramètres satisfont ou pas. Mais là, il n'y a pas de contrainte là-dessus. C'est simplement de vérifier si effectivement une personne âgée a moins intérêt à travailler qu'une personne plus jeune. Qu'une personne qui a des enfants en bas âge ou des enfants entre 0 et 18 ans va être intéressée à travailler plus ou moins que les autres. Donc, on peut tester ça. C'est le gros avantage de ces modèles-là. On peut le tester. Alors, est-ce que j'embarque là-dedans? Non. Je n'embarquerai pas dans le modèle. Ceux qui s'intéressent, c'est dans le rapport, d'accord? Pour montrer un petit peu le modèle qu'on va estimer. C'est ça. Mais encore là, c'est pas sorcier, c'est ce qu'on appelle une logique conditionnelle, estimée par méthode de simulation. C'est dans Stata. D'accord? Donc, c'est pas. Bien qu'on n'a pas pris Stata pour le faire, mais c'est dans Stata. Donc, on n'insistera pas là-dessus. Je vais plutôt insister sur les résultats. OK? Donc, je vais commencer par vous montrer rapidement certains paramètres des régressions. Et ce que vous voyez ici, loisir au carré, revenu au carré, ces paramètres-là, ce sont les bêta 1, bêta 2, bêta 3, bêta 4, okay, qui apparaissent dans ce tableau-là. Alors, quand vous voyez log loisir au carré, c'est bêta 1, bêta 2. Quand vous voyez log revenu au carré, c'est bêta 3, bêta 4. Bêta 5, c'est le reste. D'accord? Et ce qu'on trouve dans cette régression-là, c'est que tous les paramètres sont à peu près significatifs. Ça, c'est pour les femmes seules, ouais. Et tous respectent les critères de quasi-concavité. Alors, dans ce cas-ci, c'est vérifié. Ce n'est pas imposé. Les paramètres sont libres. La deuxième régression, c'est pour les hommes seuls. Pareil, vous avez les paramètres principaux de la régression qui sont là. Et on doit vérifier là aussi que bêta 1, bêta 2, bêta 3, bêta 4 satisfont la contrainte de quasi-concavité, globalement ou localement. C'est vérifié là aussi. Et finalement, vous avez une régression semblable pour les familles monoparentales. Pareil, ces paramètres-là satisfont les critères de quasi-concavité. Alors, étant donné ceci, on peut ensuite procéder à des simulations. Si on ne vérifiait pas ces conditions-là, on ne peut pas procéder. Alors, ces paramètres-là, ce sont les paramètres qu'on va utiliser. On va changer les contraintes budgétaires et on va simuler les choix sur la base de ces paramètres-là. Et puis d'autres paramètres, bien sûr. Mais essentiellement, c'est ce qu'on va faire. Alors, pour les simulations, alors je répète ce que je viens de mentionner. Donc, première chose à faire, c'est estimer des modèles d'offres de travail. Je vais vous montrer quelques résultats de ça. Calculer les revenus après impôt selon les propositions d'avis du CCLP. Autrement dit, la première étape d'estimer le modèle, c'est basé sur les revenus disponibles, tels que la fiscalité les générait en 2004. Ensuite, on va estimer le modèle. C'est la base de cette fiscalité-là. Deuxième étape, on recalcule les contraintes budgétaires en tenant compte des avis du CCLP. Troisième étape, compte tenu de ces nouveaux revenus disponibles-là, on va déterminer sur la base des modèles de votre travail quels sont les choix optimaux que les gens devraient faire à moyen terme compte tenu de cette nouvelle fiscalité-là.
et ensuite traduire ça sous forme de matrice de transition. Je vais vous montrer ça dans une minute. Quelles sont les conséquences de tous ces choix-là. Je n'insisterai pas là-dessus. Bon. Alors, si je vous dis, prenons ces paramètres-ci, et on va faire parler de modèle. Prenons ces paramètres-là, et à partir des caractéristiques individuelles de chaque personne de l'échantillon, compte tenu de leurs contraintes individuelles propres à chacune d'elles, qu'est-ce que le modèle prédirait en 2004 devrait être leur choix de travail. Alors, ces paramètres-là, donc pour les 3 types de ménages que je retiens aussi aujourd'hui, voici ce que ça donne. Alors, si je regarde les différences entre ce qui est observé en 2004 et ce qui est prédit par le modèle. Alors là, on n'est pas en train de simuler le modèle des recommandations. On est en train de regarder la qualité de l'ajustement du modèle. D'accord? Alors, je prends par exemple ici les hommes célibataires et je regarde combien d'hommes travaillent entre 0 et 4 heures par semaine. Dans les données, j'observe 11,64% des hommes travaillent entre 0 et 4 heures par semaine. Mon modèle prédit, sur la base des paramètres, 11,45. Combien d'hommes travaillent entre 4 et 12 heures par semaine? Il y en a 2% dans l'échantillon. Mon modèle prédit 2,45. Alors, vous voyez, l'ajustement du modèle est très, très bon. En particulier, les hommes qui travaillent entre 36 et 44 heures par semaine, il y en a 56,25. Mon modèle prédit 56,24. Donc, c'est l'avantage de travailler avec des modèles à choix discret. On prédit très, très bien ce qui se passe. On n'est pas surpris comme ça. On s'y attendait. Okay? Parce que les paramètres structuraux respectent les critères théoriques, et deuxièmement, on utilise les contraintes budgétaires de façon très précise, alors on n'est pas étonné de reproduire l'échantillon. Okay? Alors, il le faut. Deuxièmement, on regarde pour les femmes célibataires. Pareil, si vous regardez la différence entre ce qui est observé et ce qui est prédit par le modèle, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Alors, on pourrait calculer une statistique de qualité d'ajustement ici, on ne l'a pas fait, mais vous voyez que le modèle prédit très, très bien. Et finalement, pour les familles monoparentales, pareil, il y a des écarts de 3% au maximum, à la hausse ou à la baisse, entre ce qui est observé et ce qui est prédit. Et donc, ce qui est prédit ici, c'est prédit sur la base des paramètres structuraux, sur la base des contraintes budgétaires existantes en 2005, basées sur l'imputation qu'on a faite. Okay? Autrement dit, la première colonne, les parts observées, c'est brut, c'est ce qu'on observe dans les données. Okay? Les parts prédites, ce sont les parts prédites par les paramètres structuraux, par la contrainte budgétaire et par les imputations qu'on a pu faire. Alors, malgré tout le travail d'imputation, tout le travail qu'on a pu faire au préalable, on prédit à peu près parfaitement ce qu'on a fait. Donc, on est très, très content parce que si on avait été très loin, on aurait été beaucoup plus timide là, sur les résultats de ce qui vont venir. Et là, vous avez, ce qu'on a fait ici, c'est un petit peu, comment je dirais, on doit s'y attendre à ça. Okay? Si on n'a pas ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais par contre, on est très content de voir que les écarts sont si faibles. Si on avait vraiment une analyse ex post, le jour, si jamais les recommandations du CCLP sont acceptées, ce que j'aimerais voir, c'est les parts prédites versus les parts observées. Mais je ne les ai pas. Alors, c'est ce que je vous disais au début. Si je vais simuler le CCLP dans 2 minutes. Là. Je vais vous montrer les résultats. Ces résultats-là, j'aimerais les confronter un jour avec ce que j'observe 1 an ou 2 après que les recommandations aient été implantées. Pour voir qu'est-ce que mon modèle était vraiment bon ou pas. Je n'ai pas ce benchmark-là pour l'instant. Je n'ai que mon échantillon et au minimum, les prédictions sont très bonnes. Okay? Alors là, je vais refaire le même exercice. Cette fois-ci, la seule chose qui change, c'est la contrainte budgétaire telle que calculée sous les recommandations du CCLP. Okay? Donc, je reprends mes paramètres, je reprends mes échantillons et je génère des contraintes budgétaires nouvelles et je dis quel est le meilleur choix qu'une personne peut faire sous ces contraintes-là. Okay? Sous l'hypothèse que les choix qu'elle a faits au préalable, c'était les meilleurs choix qu'elle pouvait faire, quels sont les meilleurs choix qu'elle peut faire sous la nouvelle contrainte budgétaire? Alors, ce qu'on observe, il y a 2 choses. Je vais distinguer ici ce qu'on appelle, je vais regarder l'effet total. Okay? L'effet total, c'est une différence en pourcentage
dans les heures de travail entre le avant et le après. Okay? Avant le CCLP, après le CCLP. Ce que vous remarquez dans la dernière partie du tableau total, les hommes célibataires vont diminuer en moyenne de 25 de leurs heures de travail. Les femmes célibataires, environ 24 et les familles monoparentales, très peu. Et encore une fois, pourquoi les familles monoparentales diminuent très peu leurs heures de travail? C'est parce que peu d'entre elles sont affectées. Vous vous rappelez, au début, je vous disais, on ne simulera pas les recommandations de CCLP parce que ça n'affectera pas celles, ça va affecter négativement celles qui sont à l'aide sociale. Par contre, ça va avoir un effet sur les femmes qui ont des actifs. Alors, la raison pour laquelle il y a un effet qui est faible, c'est qu'il y a peu de femmes qui ont des actifs monoparentales, et donc peu d'entre elles réagissent sur les recommandations de CCLP. Et nous, ça nous rassure, parce que rien dans ce qu'on a fait nous menait à ça. Parce que ce que le modèle dit, c'est que les familles monoparentales réagiront très peu. Par contre, les hommes célibataires et les femmes célibataires vont beaucoup réagir négativement, autrement dit, ils vont diminuer leur heure de travail. Ça ne veut pas dire que tous les hommes célibataires vont diminuer, ça ne veut pas dire que toutes les femmes célibataires vont diminuer, c'est un effet moyen. Okay? En moyenne, voici la baisse des heures de travail avec laquelle on peut s'attendre. Ici, j'ai distingué deux choses, ce qu'on appelle la marge intensive et la marge extensive. Ça, c'est pour répondre à ta question tout à l'heure. La marge intensive, dans le vocabulaire, dans le jargon économique, ça dit simplement ceux qui travaillent, combien d'heures vont-ils diminuer? Et ce qu'on voit, c'est que l'effet est relativement faible. Ça, c'est conditionnellement à toujours travailler. Alors, je travaille, en moyenne, quel sera l'effet de tous les gens qui travaillent conditionnellement à toujours travailler? Alors, il y aura une baisse d'environ 2 à 3 des heures de travail, en moyenne. C'est comme modèle prévu. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tout le monde baisse de 3 Il y en a qui peuvent baisser de 20 d'autres de 0. En moyenne, ça nous donne des petites baisses parmi les personnes qui travaillent. La plupart d'entre elles vont continuer à travailler. Par contre, la marge extensive, c'est l'effet entre travailler et ne plus travailler. Alors, quand vous avez des chiffres en bas de 25, 24, 26, ce que c'est, en fait, c'est que beaucoup de gens arrêtent de travailler. Ceux qui continuent à travailler ne travaillent pas beaucoup moins. C'est ceux qui travaillaient peu, on va le voir, ne travaillent plus. Okay? C'est ça qui se passe selon ce que prédit le modèle. Okay? Bien. Ce qu'on a fait, on dit très bien, allons plus loin. Allons regarder qui va réagir le plus. Et ça répond à ta question tout à l'heure. Okay? Alors, vous avez ici, on a calculé ça, puis on a sous-divisé les réactions par centile de revenus. On a pris les plus pauvres et les plus riches, tel qu'observé en 2004. Alors, en 2004, regardons le revenu des gens et regardons les plus pauvres et les plus riches, et à partir des paramètres, on va regarder dans les simulations, on va stratifier par tranche de revenu. Ce que vous voyez, ben, c'est pas étonnant. Ce sont les 10 les plus pauvres de la population qui travaillent. Okay? Qu'est-ce qui va arriver à ces gens-là? Ben, il y aura 50 d'entre eux arrêteront de travailler. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que les gens qui ont des revenus parmi les plus élevés, il y aura une baisse totale de 8, 9, 10 des heures travaillées. Autrement dit, les gens très riches, entendons-nous très riches, les gens vont diminuer un peu leurs heures de travail. Ceux qui vont les diminuer les plus, ce sont ceux qui ont les revenus les plus faibles. Et ça, c'est exactement ce à quoi on va s'attendre, a priori, en théorie. Donc, les gens qui ont des revenus élevés ne bougeront pas. Les gens qui ont des revenus faibles vont bouger. Okay? Oui? Qui arrête complètement de travailler. Comment? La marge extensive, c'est tout ce qui Oui, arrête. extensive, c'est ça. Dans le 90 à 100, on a 8 qui vont dire, moi, je ne travaille plus. Oui. Ouais, mais encore une fois, attention, là, ces gens, les 90-100%, c'est pas des gens qui gagnent 200 000 par année. Là. OK. C'est quoi les centimes de revenus? Ben, ça, c'est les 10% les plus élevés. Okay? Ben, n'oublie pas, on a enlevé les gens qui à leur compte, on a enlevé les gens qui travaillaient plus de 70 heures, on a enlevé. Parce que c'est des gens qui, malgré tout, c'est pas des riches. C'est pas des riches. Non. OK? Mais encore une fois, c'est une réaction à laquelle tu vas t'attendre à moyen terme. OK, oui. OK? Ça peut être des personnes, on n'a pas vérifié par âge, mais ça pourrait être quelqu'un, par exemple, qui a 57 ans, qui décide, moi, je vais arrêter. OK? Donc, il n'y a pas de réaction à la marge intensive, très peu, mais les gens à revenus faibles auront une réaction à la marge intensive. Alors, quand je vous dis la marge intensive, c'est un pourcentage, mais c'est encore une fois, il faut regarder qui dans la marge intensive va réagir. Alors, à la marge intensive, ce sont des gens qui diminuent leurs heures de travail,
Encore une fois, ce ne sont pas les familles monoparentales, ce sont les hommes et les femmes célibataires. OK? À la marge extensive, encore une fois, les familles monoparentales réagissent peu. D'accord? Ce sont surtout les hommes et les femmes célibataires à faible revenu qui vont être affectés par ça. OK? Évidemment, le modèle est construit de sorte à ce que tout le monde ait une réaction. Je ne peux pas dire 1, c'est 0. Le modèle va prédire qu'eux aussi ont une réaction. Mais ce que le modèle fait ressortir, c'est que la majorité de la réaction va être par les gens qui ont des revenus faibles. Alors, vous avez ici plusieurs matrices de transition. Je vais vous en montrer seulement une ou deux, là. Vous avez ici, ça c'est des simulations qui sont faites avec le modèle, encore une fois. Vous avez en colonne ce qu'on observe avant et ce que vous observez après. D'accord? Alors, ce sont les hommes célibataires, donc le changement. Alors, ce que vous voyez, c'est qu'avant le CCLP, 11,64% des hommes travaillaient entre 0 et 4, et à la fin, c'est 25,05, il y a eu un changement de 13% d'hommes qui travaillent entre 0 et 4 heures par semaine. Vous avez ici donc le total d'hommes avant la simulation qui travaillaient entre 4 et 12 heures, et vous avez ensuite après 36. Alors, ce que vous voyez, c'est qu'il y a une augmentation 13, 4, 0,8, non, 0, c'est 0. Donc, la majorité des hommes, après l'implantation des mesures du CCLP, il y a plus d'hommes qui travaillent moins qu'après. Autrement dit, ici c'est négatif, là-bas c'est positif. Autrement dit, l'effet est de diminuer les heures de travail. Okay? Il y a très très peu d'éléments hors diagonale supérieurs. Tout se passe, tous les chiffres, c'est des zéros presque partout, sauf où? Sauf les deux premières colonnes. Autrement dit, il y a un transfert d'hommes qui travaillaient plus vers des hommes qui travaillent moins. Les hommes travaillent moins qu'avant. Autrement dit, on peut le découper en fonction du découpage qu'on a fait dans la fontaine budgétaire. Okay? Donc, il y a un effet négatif sur les heures élevées, il y a un effet positif sur les heures faibles. Autrement dit, ça veut dire que les hommes travaillent moins. Simplement, ça veut dire. Et on fait la même chose pour les femmes célibataires. Là aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un transfert. Donc, il y a des négatifs dans les heures élevées, il y a des positifs dans les heures faibles. Il y a un transfert des heures vers les heures faibles. Et le 0,4, ça inclut tous les 0 et les 4. Okay? Bon, monoparental, ça bouge quasiment pas. Okay? Il y a des petits effets, là, en négatif sur les femmes qui travaillent beaucoup, et des effets positifs faibles sur les femmes qui travaillent peu. Autrement dit, il y a un petit transfert. Ça, tout ce que ça dit, c'est que les familles monoparentales réagiront presque pas. Mais c'est dans le programme même. C'est-à-dire que les paramètres sont tels que ces femmes-là ne peuvent pas réagir beaucoup parce qu'il n'y a pas grand-chose qui change dans leur environnement économique. Okay? Maintenant, le coût des propositions du CCLP. Alors, on peut faire deux choses. On peut dire, supposons que tout ce qu'on raconte là n'est pas vrai. Et supposons qu'on implante les propositions de CCLP et on fait une analyse purement comptable. Ça coûte combien? Combien faut-il transférer pour respecter les propositions 2 et 13? Ensuite, on va faire la même chose, mais on va dire en tenant compte du fait que les gens travaillent moins. Parce que ça change beaucoup de choses. Okay? Alors, première simulation. Alors, bon, on prend notre échantillon et si on prend les poids d'échantillonnage qui viennent avec l'échantillon de la BDMSPS, vous avez ici le nombre de personnes dans notre échantillon et le nombre de personnes correspondantes dans le recensement. Donc, les poids d'échantillon sont relativement bons, quoique pour les familles monoparentales, il y a une sous-représentation. Mais comme elles réagissent peu, c'est un moindre mal sur les simulations de coûts. Alors, vous avez donc, sur la base de notre échantillon et de nos poids d'échantillonnage, il y a 385 000 hommes, alors que dans le recensement, il y en a 327. Donc, sur la base des poids échantillonnés. Alors, on va donc calculer pour chaque personne dans notre échantillon ce que ça coûte pour respecter les critères des propositions de CCLP, et on va multiplier ça par un poids d'échantillonnage pour avoir un coût total Alors, premier tableau, vous avez ici ce qu'on appelle une estimation comptable. L'estimation comptable, ça dit il n'y a rien qui change, personne ne change chez le travail. Tout ce que le gouvernement fait, c'est d'amener le revenu au niveau tel que proposé par le CCLP. Et ce que vous remarquez, c'est que le coût total provincial est de 460 millions de dollars. Ce que ça coûterait si rien ne se passe. Okay? Alors, ça veut dire que per capita de personnes de 18 ans ou plus, oups, qu'est-ce que j'ai fait? Ah! Oh, pardon, merci. OK.
Alors, ce que ça veut dire, c'est que per capita, ça coûterait, pour chaque personne de 18 ans et plus, ça coûterait 611 financer les recommandations du CCLP. Ça, c'est en supposant qu'il n'y a aucune réaction comportementale. Maintenant, s'il y a un ajustement des comportements, ce que l'on fait, c'est qu'on calcule pour tout l'échantillon combien il paye d'impôt fédéral, combien il paye d'impôt provincial, combien il reçoit en transfert du fédéral, du provincial, combien de cotisations il paye à la RRQ, combien de cotisations il paye à l'assurance emploi et combien ils reçoivent en vertu du programme CCLP. On le fait sans le CCLP et avec. Et on va comparer la différence entre ce qui est payé en termes d'impôts pour chacun des groupes. Alors, les chiffres que vous avez là, c'est la différence entre l'impôt fédéral, par exemple, payé par les hommes seuls, sous le régime CCLP et avant CCLP. Évidemment, coût individuel multiplié par les poids d'échantillon. Alors, ce que ça vous donne, donc, on est capable, à l'aide des programmes de Mergen, donc sur l'impôt, on est capable de calculer à combien correspondent les pertes d'impôt fédéral, provincial, ainsi de suite, à partir du comportement ou de la réaction des individus aux recommandations. Et donc, ce que vous voyez, c'est pour les hommes seuls, le coût total passe, vous avez là, ça passe pour les hommes seuls de 229 millions. Ça, c'est ce que ça coûte s'il n'y a aucune réaction. S'il y a une réaction, ça passe à 590 millions. Parce que beaucoup de gens vont arrêter de travailler. Le coût du CCLP lui-même, et je vais retourner en arrière, là. Vous voyez la ligne CCLP, c'est 590 millions. C'était 230. Donc, ça double. À cause qu'il y a beaucoup de gens qui arrêtent de travailler. Et parce que des gens arrêtent de travailler, le coût n'est pas que le coût du CCLP. Le transfert qu'on doit augmenter, c'est tout le reste qui est perdu. Donc, du point de vue des gouvernements, il y a des pertes en termes d'impôts, il y a des pertes en termes de cotisation aux programmes sociaux qui doivent être assumées de quelque façon. Donc, si vous additionnez le coût des hommes seuls, des femmes seules, des familles monoparentales, et que vous explosez ça par les poids d'échantillonnage, vous arrivez à un coût total de 2 milliards de dollars, à peu près. Okay? Ça correspond à 2 points de pourcentage de TPS, TVQ, à peu près. Okay? Ça veut dire que per capita, par personne, ça représente environ 3 000 $ qu'on doit aller chercher pour financer ces recommandations. Alors, je vais laisser le tableau ici. Alors, ce qu'on dit, nous, c'est que si on croit rien de tout ça, ça coûte environ 500 millions. Si on pense que le fait qu'on donne à quelqu'un qui gagne 150 $ par année, beaucoup plus à ne pas travailler, et que cette personne éventuellement va être amenée à sortir du marché du travail, bien, toute la fiscalité qui s'applique va coûter cher. Alors, les plus grosses composantes ne sont pas nécessairement le transfert du CCLP, c'est tout le reste qu'il faut tenir compte. Donc, 3 000 $. Ce qu'on nous a demandé, c'est de dire, oui, mais le contexte dans lequel ces choses-là vont être implantées, est-ce que ça pourrait avoir un effet sur ça? Oui, forcément, parce que ça, c'était vrai dans le contexte de l'année 2004, donc les données auxquelles on avait accès. Donc, c'est vrai pour la fiscalité de cette époque-là. Alors, une première remarque, c'est de dire, oui, mais si on augmente le salaire minimum, puis question, le salaire minimum a augmenté beaucoup, relativement parlant, bien sûr, et est-ce que ça risque de changer quelque chose? La réponse est non. Ça ne changera rien. Parce que tout ce que ça va faire, on a tracé deux courbes. Alors, la courbe en rouge, c'est la contrainte budgétaire d'une personne seule qui travaille au salaire minimum et dans le régime CCLP. La contrainte rouge, souvenez-vous, le CCLP dit dès que vous travaillez plus de 16 heures au salaire minimum, vous avez droit à 100% du panier de Statistique Canada. Alors, ce que ça veut dire, c'est que si vous augmentez le salaire minimum, tout ce que ça va changer, c'est de rapprocher le moment où vous allez avoir droit au 100%. Alors, la contrainte budgétaire va changer, mais pas en niveau. Elle va simplement accélérer le moment à partir duquel vous aurez droit, où le salaire minimum va vous affecter. Imaginez que vous travaillez, prenons un cas d'espèce. Le salaire minimum est 5 $. Et on vous dit, on l'augmente à 16. Qu'est-ce qui change? Il ne change rien pour vous, parce que la différence, quand vous travaillez à 5 $ de l'heure, mettons à 15 heures semaine, ça fait des chiffrons.
ça vous donne 75 $. Le CCLP dit, si vous travaillez le salaire minimum fois 15 heures, le gouvernement doit combler la différence avec le panier. Mais s'il augmente le salaire minimum, qu'est-ce qui change? La différence qu'il a à combler. De votre point de vue à vous, il n'y a rien qui change. Vous recevez toujours 100% du panier. Sauf que le salaire minimum va donc commencer à vous affecter plus tard. Parce que tant que vous travaillez peu, la différence entre ce que vous gagnez et ce qu'on vous garantit, c'est simplement le gouvernement qui ça coûte moins cher. D'accord? Et donc, ça ne changera presque rien en termes d'incitation au travail si on augmente le salaire minimum. Okay? En contrepartie, ce que les travaux ont montré au Québec, c'est que quand le salaire minimum augmente, il est beaucoup plus difficile, entendons-nous, quand il augmente de façon importante, il est beaucoup plus difficile de trouver un emploi faiblement qualifié. Alors, ce qui est possible qu'il se produise, c'est que le salaire minimum du point de vue de la personne, ça ne change rien. Par contre, il n'est pas dit que ça n'aura pas des effets de maintenir les gens plus longtemps en assistance sociale. S'il augmente de façon importante. Alors, du point de vue purement redistributif, augmenter un salaire minimum dans un contexte comme celui-là, ça ne change rien. Ça n'a pas d'effet sur les revenus. Parce que la différence est payée. Ce que vous gagnez, on vous comble la différence avec les paniers. Si vous gagnez plus, on va combler, toujours, mais ça va coûter moins cher le combler. D'accord? Bon, ça, je vais en parler un petit peu. Une chose qu'on n'a pas faite, parce qu'on ne peut pas le faire, c'est de dire, oui, mais si ça coûte effectivement 3 000 $ par personne, financer ces propositions-là, comment va-t-on les financer? Alors, si on dit on va augmenter l'impôt sur le revenu, bien, ça vient tout changer nos contraintes budgétaires. Il faut recommencer. Alors, une des questions, c'est comment va-t-on, et ça, on ne peut pas le modéliser parce qu'on n'a pas idée. Il manque un E accent aigu à modéliser, c'est parce que j'ai un petit problème informatique. Toutes mes accents sont disparus hier soir. Donc, peu importe. Donc, les hausses de taxes sont non modélisées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un gouvernement plante une politique, un programme universel, ben, il faut qu'il se soucie du financement de ce programme. Et ce programme-là, lorsqu'on le finance, ben, il faut le financer par différentes sources. Soit qu'on finance par la taxe de la consommation, soit qu'on finance par des hausses d'impôts, soit qu'on finance par d'autres programmes qui disparaissent. Ici, on parle de 2 milliards. Alors, la question, c'est comment va-t-on financer ça? Et là, la réponse, on ne l'a pas. Et donc, c'est la raison pour laquelle on dit, écoutez, nos estimations sont vraisemblablement une borne inférieure. Dans le sens où, si vous aviez à financer ces mesures-là à hauteur de 2 milliards, vous auriez à augmenter l'impôt en quelque part dans le système. Et nos contraintes budgétaires ne sont pas, en ce moment, on n'a pas tenu compte de cet aspect-là. Donc, c'est un petit peu comme un chien qui court après sa queue, là. Vous augmentez les transferts, nous, on modélise à partir d'une contrainte. La fiscalité ne change pas. La seule chose qui change pour nous, c'est les transferts. Et donc, s'il faut en plus augmenter l'impôt, ça change toutes nos simulations. On ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas idée comment le gouvernement financera ça éventuellement. Donc, une des principales lacunes de notre travail, c'est de dire, bon, ben écoutez, on n'a pas idée comment ça va être financé. Et conséquemment, on pense que, effectivement, les coûts qu'on a sont probablement une borne inférieure au vrai coût du système. Donc, on n'a pas à se prononcer. C'est une chose les économistes sont généralement favorables à l'idée d'un minimum garanti. Par contre, dans ce cas-ci, de la façon dont c'est fait, c'est vraiment, il y a une taxe 100% sur le revenu, implicite, à un certain moment. Et ce que nos modèles disent, ce que la théorie dit, c'est que ça crée une grosse désincitation au travail. Et puis, c'est ce que les modèles économétriques et ce que nos simulations nous confirment. OK? Je suis à peu près terminé, moi. Passer aux questions. Commentaires. Oh. Mais en fait, étant donné que le plus gros effet il était sur la marge expansive, c'est ça? Je ne sais pas s'il y avait une simulation, parce que vous montez le salaire des gens qui n'ont pas de revenus, selon la politique du CLP, Oui. ça monte à 80% du Oui. panier. Si ça ne montait pas, est-ce qu'il y Ah, aurait bien sûr, là, c'est autre chose. un aussi gros effet? Ben Parce que, non. donc, il pourrait monter pour ceux qui travaillent, Oui, mais... qui montent un intérêt pour le marché du travail, puis... Oui, mais je vais y aller. Parce que le plus gros effet, c'est sur la marge extensive. Tout à fait. Mais à ce moment-là,
c'est que le 80%, ils ne tombent pas des nuages, là. C'est justement des cibles de revenus des gens de la pauvreté. Et c'est toute la difficulté de ces politiques-là. C'est que si tu veux... Ben oui. Alors, si tu veux les sortir de la pauvreté, il faut que tu leur donnes beaucoup, même s'ils ne travaillent pas. C'est un transfert inconditionnel, là. Mais quand tu fais ça, ça crée une incitation à ne pas travailler aussi. Puis le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui... Attends, je vais retourner en arrière. Il y a beaucoup de gens qui sont là, là. Ça va trouver, hein. Regarde. Quand tu regardes la distribution, là, il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas, qui travaillent très peu. Alors, tous les gens, là, et tous ceux qui sont le plus susceptibles d'être affectés par ça, et en fait, c'est pas étonnant, c'est voulu, là. Tu veux aider les salaires faibles. Donc, tous ceux qui travaillent entre 0 et 20 heures par semaine au salaire minimum ou à salaire proche du salaire minimum, c'est eux que tu veux aider. En voulant les aider, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ben écoutez, arrêtez de travailler, vous allez avoir plus en arrêtant de travailler. Si vous travaillez, vous ne gagnez pas beaucoup plus que si vous arrêtez de travailler. Il y a une taxe implicite très forte. Okay? Donc, c'est toute la difficulté d'avoir une politique de transfert qui ne désincite pas au travail. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est pas, encore une fois, c'est pas bâti dans la modélisation que les gens vont arrêter de travailler. C'est simplement de dire, voici le choix qu'ils ont fait compte tenu des revenus qu'ils avaient en 2004, voici les revenus qu'ils auraient si le CCLP est implanté, qu'est-ce qui serait le mieux pour eux de faire? Ça n'affecte pas les gens qui sont à droite, là. Ça va affecter les gens qui sont à gauche de la distribution. C'est eux que tu veux aider, en même temps, tu les incites. Et c'est tout le problème. C'est pas un problème simple. On ne vous a pas demandé, vous n'avez pas eu le goût de tester, par exemple, une autre, des variantes de la proposition. Bon, alors, ce que vous me dites là, vous me dites, puis je vous réponds en disant, voici la vertu des modèles structurels. On peut simuler n'importe quoi. Vous me dites, c'est pas 80, c'est 90, c'est 70. Non, mais n'importe quoi, entendons-nous. Si votre modèle structurel est capable de répliquer ou d'approcher la distribution échantillonnale, comme je l'ai montré au début, notre modèle prédit très, très bien l'échantillon. Et si on avait effectivement le CCLP d'implanté, qu'on pouvait faire un benchmark, dire voici ce que notre modèle prédit, ça c'est ce qu'il prédit si le CCLP est implanté. Il n'y a aucune manière de valider ça. Autrement que de dire quand il n'y a pas de CCLP, notre modèle est bon. Maintenant, peut-être que si on implantait ce CCLP, si on était proche de ça, là, on serait très, très fier, on pourrait dire on peut signer n'importe quoi. Mais les paramètres, oui, nous le permettent. Si le gouvernement nous disait, ben écoutez, là, compte tenu des coûts, êtes-vous capable de dire qu'est-ce qui arriverait si c'était pas 80%, c'était 70%, puis on comblait, c'était pas 16 heures par semaine, pas salaire minimum, mais c'était 15, 12 heures. Je peux le faire. Ah oui. Bien sûr. Mais sauf, alors là, il faut retourner aux contraintes budgétaires, il faut resimuler les contraintes, c'est pas long de faire ça. C'est une question de quelques jours. Mais notre mandat, c'est pas ça, c'est de dire, simuler ce que le CCLP propose. Le CCLP propose des choses pour aider les gens à sortir de la pauvreté. Et nous, on dit en même temps, ça les condamne presque. C'est un peu l'arbitrage, entre vouloir aider les gens en même temps leur enlevant les incitations. Et le salaire minimum, encore une fois, le salaire minimum ici ne change pas leur bien-être. Parce que tout ce que ça fait, le gouvernement serait incité même à hausser le salaire minimum. S'il hausse le salaire minimum, ça coûte moins cher en transfert. Parce qu'il comble la différence entre ce que vous gagnez et le palier. La différence est d'autant plus grande que le salaire minimum est fait. Alors, s'il ratisse la différence entre les deux, ça coûte moins cher. Donc, ça ne change rien au point de vue de la personne, du travailleur, que le salaire minimum augmente, parce qu'elle va voir au bout de la semaine, c'est le même chèque. Elle ne verra pas la différence. Excusez, avant de passer aux questions ici, je vais peut-être offrir aux collègues de Sherbrooke, de Québec, d'intervenir. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Sherbrooke? Non. Et à Québec? Non. Bon, on va enchaîner. Merci. Moi, j'ai deux questions. Premièrement, si le gouvernement a tant d'avantages à augmenter le salaire minimum, pourquoi il résiste tant à l'augmenter? Première question. Et deuxième question, dans le fond, d'après tout ce que vous avez expliqué, c'est pas au niveau de la modélisation, mais plus au niveau de la politique ou de la proposition de la politique. Donc à ce moment-là, le gouvernement aurait avantage non pas à augmenter dans le fond le revenu minimum des individus, mais à créer des emplois. Parce que si on crée des emplois et les gens, pour pas les inciter
ceux qui travaillent peu, pour ne pas les inciter à ne plus travailler, s'ils créent des emplois au salaire minimum même, ou si le gouvernement subventionnerait des emplois à ce moment-là, ce sera plus efficace pour la lutte à la pauvreté. Est-ce que j'ai tort ou j'ai raison? Deux réponses. La première, c'est il subventionne des programmes pour l'emploi. Il y a le programme de subvention salariale, ça existe. Il y a toutes sortes, une batterie de mesures qui existent pour insérer les gens en emploi, dans différentes mesures d'insertion en emploi. C'est le programme c'est une panoplie. Il y a le programme de subvention salariale. Il y a le programme qui s'appelle l'époque Action Emploi, c'est autre chose, qui est dédié aux jeunes. Le gouvernement, les emplois qu'il crée, lesquels? Et comment il va financer, créer des emplois que lui va créer lui-même, avec quel argent, quel type d'emploi et qui va superviser ça. C'est très coûteux pour le gouvernement de créer des emplois. Lesquels? Donc, il préfère s'en remettre, subventionner les entreprises, subventionner les gens, faire une subvention salariale, qui est probablement la proposition la plus unanimement acceptée par les économistes. La subvention salariale. On dit à une personne, si tu travailles, on complémente ton salaire. C'est continuellement travailler. Ça, c'est une vieille proposition de FED dans les années 70. Et c'est d'ailleurs à l'origine du programme de subvention salariale. Ce n'est pas une subvention à l'entreprise, c'est une subvention au travail. Lui, accepte de travailler, le salaire minimum, on ajoute 1, 2, 3 $ de l'heure de plus, ce qui fait que le salaire minimum n'est plus salaire minimum. Donc, ça. Maintenant, l'autre question, c'était sur... Vous disiez que le gouvernement a avantage à augmenter le salaire non, minimum. du point de vue purement comptable, c'est-à-dire que s'il augmente le salaire minimum, sous ce programme-là, il coûterait moins cher. Présentement, ça ne lui donne rien d'augmenter. S'il augmente le salaire minimum, les transferts qu'il fait aux gens ne sont pas reliés, ne sont pas conditionnels aux revenus. Alors que dans le régime CCLP, il le serait. Donc, il y aurait intérêt. Par contre, vraiment, c'est pertinemment bien. D'ailleurs, si vous regardez le dernier numéro de la revue du ministère du Revenu qui s'appelle Travail, perspective de travail, il y a tout un numéro spécial là, sur le salaire minimum. Et le salaire minimum, il y a tout un débat en ce moment au Canada et aux États-Unis. Est-ce que le salaire minimum est un outil efficace pour combattre la pauvreté? Et l'étude qui a été faite au ministère du Revenu, à la grande surprise des gens qui l'ont faite, ça n'a aucun effet sur la pauvreté. Ça n'en a pas au Canada. En Ontario, il y a une étude sur l'impact d'une hausse du salaire minimum sur la pauvreté. Ça n'a aucun effet. Alors, c'est pas... Et la raison est fort simple, c'est que les gens qui travaillent au salaire minimum ne sont pas issus des salaires des familles pauvres. Ce sont souvent des étudiants ou des jeunes qui restent chez leurs parents. Et donc, le ménage en tant que tel n'est pas pauvre. La personne travaille au salaire minimum, mais le ménage lui-même n'est pas pauvre. Donc, l'incidence du salaire minimum sur la pauvreté est relativement faible. Et le drame, c'est que lorsqu'on augmente le salaire minimum trop, le problème, c'est de se trouver un emploi ensuite. Parce qu'il faut voir que les gens qui sont faiblement scolarisés, lorsqu'ils peuvent travailler, souvent, c'est des emplois sur le salaire minimum ou presque. Si on l'augmente, le délai, la durée à l'aide sociale, la durée en chômage augmente. C'est vrai chez nous, c'est vrai en Ontario, c'est vrai partout. Donc, il y a un arbitrage à faire là aussi. Ceux qui travaillent à minimum sont contents. Il y en a beaucoup qui ne peuvent pas travailler parce que les employeurs ne paieront pas 12 $ de l'heure quelqu'un qui fait un travail finalement qui n'est pas rentable du point de vue d'entreprise. Il y a un arbitrage entre le coût pour l'entrepreneur et l'incitation pour le travailleur. Tout ce qu'on dit dans le rapport, c'est que dans ce régime-ci, une hausse du salaire minimum n'a aucun effet sur le revenu de la personne parce que c'est déduit de ce que le gouvernement donne. Donc, alors il perd toute la pertinence. Parce que le salaire de la personne est complémenté. Alors, peu importe ce qu'elle gagne, c'est comblé par un transfert. Alors, dans ce cas-ci, ça perd sa pertinence. Si on n'est pas dans le régime CCLP, là, c'est un débat. Est-ce qu'on augmente le salaire minimum? Oui, c'est un coût aussi. C'est pas un bénéfice pour la personne, c'est un coût pour l'employeur. Et donc, il y a un très bel article dans le numéro spécial de Pierre Fortin qui fait une revue de tout ce qui s'est écrit au Canada, au Québec, des années 60. Et il y a des conclusions assez claires là-dessus. Quel est le niveau optimal du salaire minimum? Moi, j'ai deux observations différentes. Il y a une chose que je me suis dit, peut-être, si des personnes décident de travailler moins ou de s'arrêter à travailler, est-ce que ça ne va pas avoir un effet sur le fait que, des gens vont moins facilement
accepter de faire du travail très pénible, peu attractif pour un salaire très bas. Alors, on peut s'attendre quand même qu'il y a une petite correction qui va se faire sur les salaires. Pour certains types de jobs, on devra payer plus après, plus que le salaire minimum. Donc il y a aussi des effets comme ça, et il me semble que ça, c'est pas, on prend pas en compte cet effet-là dans le modèle. Et une autre chose. Avant d'oublier, ce dont vous parlez, c'est ce qu'on appelle dans les modèles un effet d'équilibre général. C'est-à-dire que si beaucoup de gens arrêtent de travailler, les entrepreneurs n'ont pas le choix que d'augmenter leur salaire. Mais là, c'est parce qu'on insiste beaucoup sur le salaire minimum. Mais il y a peu de gens qui travaillent au salaire minimum. Prenons-nous, là. Ici, là, il y a l'incidence du salaire minimum au Québec sur les travailleurs d'environ 15 %. On a éliminé les étudiants, là. Alors déjà, la proportion de gens, alors c'est plus une question de gens qui travaillent très peu d'heures que de gens qui travaillent au salaire minimum. Il faudrait que je vérifie, là. Moi, j'ai pris le salaire minimum parce que dans le CCLP, c'est ça sur quoi on insiste. Il y a des gens qui travaillent au salaire minimum à 100 heures par semaine, voici c'est quoi les heures. Ou bien, c'est pas nécessaire de travailler au salaire minimum. Et en fait, ce qui génère toute l'action ici, c'est pas les gens qui travaillent au salaire minimum. Le CCLP dit, du moment que vous travaillez 16 heures, au salaire, l'équivalent de 16 heures fois le salaire minimum. Mais si vous travaillez à 2 fois le salaire minimum, il suffit de travailler 8 heures par semaine pour y avoir droit au supplément. Donc, il y a des gens qui travaillent une journée semaine, 2 journées semaine, qui ne travaillent pas au salaire minimum, mais qui auraient droit au transfert, 100% du paiement. Alors, tous les graphiques qu'on a présentés, c'est par rapport à ces gens-là, au salaire minimum. Et dites-vous bien que dans l'échantillon, ils sont très peu nombreux qui travaillent effectivement au salaire minimum. Parce que dans la population, il y en a peu. Et l'échantillon est représentatif de cette population-là et qu'on a éliminé les étudiants qui sont en fait le gros des travailleurs à salaire minimum dans les services. Donc, au total, toute l'action qu'on voit ici, là, le transfert vers les heures de travail zéro, c'est pas nécessairement des gens à salaire minimum, c'est des gens qui travaillent peu. Qui travaillent une journée semaine, une matinée, 2 matinées par semaine, sans partiel. C'est surtout ça qu'on voit, c'est surtout ceux-là qu'on va inciter à partir. Donc, oui et non. Oui, il peut y avoir l'effet d'équilibre général éventuellement. Seulement si effectivement, il y a ces gens-là ne travaillent pas sur la minimum. Travaillent sur la minimum, ce qui n'est pas le cas. La plupart ne sont pas sur la minimum. Bien? Et votre deuxième? Oui. Une autre chose, c'est qu'il y a des choses qui me surprennent. Moi, je suis beaucoup en contact par mon activité quotidienne avec des personnes qui travaillent pas dans un emploi rémunéré, disons, ou qui travaillent peu d'heures dans un emploi rémunéré, qui ont des revenus très bas. Alors, je constate, par exemple, qu'ils font des heures, que je dirais pas des heures de travail, mais des heures de survie. C'est-à-dire qu'ils vont aller faire des poubelles pour ramasser les canettes, ils vont faire le tour de banques alimentaires, ils vont faire la quête. C'est des heures qu'ils doivent consacrer à cela. Et donc, moi je me dis qu'il peut y avoir aussi l'effet que si on donne à ces gens un revenu plus correct, ils n'auront plus à faire ces heures survie et ils pourront les remplacer peut-être avec des heures de travail rémunérées qu'ils vont préférer. Ça, c'est une chose. L'autre chose, on peut s'attendre aussi à un effet, à mon avis, sur la santé. Si on augmente le revenu, ça va augmenter quand même le bien-être, moins de stress. Il y a des gens qui vont pouvoir aussi se soigner plus les dents, par exemple, etc. Ça va peut-être leur donner plus le goût de faire des étapes vers le travail, comme une formation, etc. Et voilà, moi je ne suis pas sûr que l'effet qu'on prédit pour les personnes qui ne travaillent pas ou qui font peu d'heures, que c'est correct là dans ce modèle. Alors, 2 choses. Ils sont probablement très peu nombreux dans mon échantillon, ces gens-là. Ce dont vous me parlez, c'est plus une question de ciblage. Il y a des gens très pauvres, démunis. Hein, et encore une fois, le problème est là. Si vous dites, on va avoir une politique qui va être ciblée sur ces gens-là. Alors, autrement dit, on va aider vraiment les plus démunis. D'accord? Comment faites-vous, du point de vue du gouvernement, pour avoir un programme qui soit universel, mais plus généreux pour un groupe en particulier?
Alors, et donc, ce que le CCLP recommande, c'est que tout le monde reçoit la même chose. D'accord? Indépendamment que vous soyez un de ceux dont je parlais, qui doit se nourrir aux banques alimentaires ou autres. Alors, la difficulté du gouvernement, c'est d'avoir une politique qui puisse aider ces gens-là sans pour autant décourager ceux qui ne sont pas dans cette situation-là, ceux qui volontairement décident de travailler une journée par semaine, 2 jours par semaine, et sans les décourager eux de travailler. Et donc, ce que vous me dites, j'en suis, et je suis même convaincu effectivement qu'il y aurait vraiment un effet positif sur la santé. Mais à l'inverse, le coût que ça représente, parce que c'est universel, ce truc-là. Alors là, il y a un effet de ceux qui doivent financer cet effort-là, parce que c'est considérable. Là. Ce que vous me dites est probablement vrai pour une clientèle très particulière, très, très bien définie. Mais ce n'est probablement pas vrai pour la majorité des gens qui décident. Alors, parce que dans mon échantillon, je ne suis pas sûr que les gens dont vous parlez sont très représentés. Donc, ce sont des gens qui n'ont pas de... Encore une fois, ce sont des gens qui travaillent, qui ont répondu à un sondage, qui ont répondu à toutes les questions, donc c'est eux qui nous ont dit « je travaille tant d'heures par semaine », c'est eux qui ont répondu « j'ai tant de revenus », c'est eux qui ont répondu. Donc, comment fait-on pour avoir un programme à la fois universel, mais mieux adapté aux besoins spécifiques de certains groupes? C'est une grosse question. Et parce que je pourrais même vous dire, écoutez, passons pas à 12 000 $, passons à 20 000 $ par année. Si vous êtes des vrais, ben, alors, quel est le seuil? Où est-ce qu'on doit aller? Quel doit être le seuil qu'on doit transférer de façon inconditionnelle à tout le monde? Ici, on parle de 10 000 en fait. C'est même pas 100% du panier, c'est 80% du panier. Alors, pourquoi pas le panier? Pourquoi pas 2 fois le panier? Parce que le problème, c'est qu'il faut le financer. Ça, c'est l'autre bout de l'équation, c'est-à-dire que cet effort-là doit être financé par quelqu'un. Et si l'effort de financement est trop considérable, bien, vous allez faire exactement ce qu'il faut dire. Vous dites aux gens, écoutez, vous travaillez tant d'heures par semaine, vous travaillez à tel salaire, on va augmenter vos impôts de 20, 25, 30%. Là, il y a un effet des incitatifs encore. Alors, plus vous êtes généreux à un bout, plus vous devez taxer à l'autre bout, ces gens-là vont réagir. Alors, on dit 80%, 3%, pas 200%. Alors, nous, ce qu'on fait, moi, je pourrais vous simuler de très bien, ben, à ce moment-là, faisons 200% du panier de consommation. Voyons ce que ça donne. Qu'est-ce que ça va coûter? Alors, le gouvernement est toujours tiraillé, d'une part, entre vouloir transférer, d'autre part, devoir financer. Mais je suis entièrement d'accord avec vous que est-ce que c'est le revenu qui cause la santé ou c'est la santé qui cause le revenu? Ça, c'est tout l'autre débat. Est-ce que le fait d'augmenter de façon exogène le revenu va fatalement augmenter la santé? Oui, c'est pas l'inverse. C'est pas en donnant des meilleurs soins de santé à ces gens-là que leur revenu va augmenter. Où est la causalité? Des demi-chances pour des questions. Nos collègues de Sherbrooke ou de l'Université Laval? Pas Laval, on n'est pas. C'est qu'il faut On les salue à un moment donné. Et voilà. Voilà. Ben, écoute, moi j'aurais une question. Oui. Est-ce qu'on a des exemples de politique du maintien qui auraient été adoptées dans d'autres États, dans d'autres... Par ma connaissance, j'avais une discussion hier avec une journaliste du Globe and Mail qui me parlait d'un programme en Angleterre où justement on avait s'occupé de ce transfert-là pour cette clientèle-là, c'est-à-dire des gens vraiment démunis, et c'était pas généralisé. Elle me demandait si effectivement au Québec, c'est pas un peu ce type de programme-là qu'on avait. Parce que moi je dis non, c'est un programme, les recommandations qu'on fait, c'est un programme universel. Donc, en Angleterre, ils ont exactement ce type de programme-là, mais vraiment ciblé sur une clientèle vraiment démunie. Et donc, elle m'a même nommé le nom du programme. Alors, sinon, ça, c'est un programme universel. Alors, les coûts du programme ne sont pas du tout les mêmes. Alors, c'est un programme qui existe semblable, mais très ciblé sur une clientèle très particulière. Parce que ça me fait penser que partout dans le monde, il y a de plus en plus la formule de la loterie où on peut gagner pour la vie, mettons, 1 000 $ par mois en plus, sans condition. Et est-ce qu'il y a déjà des études sur l'effet de ça, sur le comportement des gens par rapport à l'emploi, par exemple? Et qu'est-ce que vous voulez dire, loterie? Donc, du loto, mais au lieu de gagner tout d'un coup 3 millions de $,
il y a aujourd'hui des formules dans beaucoup de pays où on gagne, par exemple, chaque mois, il y a $1000 qui tombent. Petit échantillon. C'est ça le problème. Mais entre-temps, il y a plusieurs centaines de personnes. Oui, mais probablement que les gens dont on parlait, les plus démunis, ils sont encore moins, ils doivent être pas très nombreux à bénéficier de ça. Parce que si vous tombez, encore une fois, ça dépend du revenu relatif des gens. Si vous prenez un millionnaire, vous lui dites que tu gagnes $1000 par mois. Si vous prenez quelqu'un qui est démuni, c'est autre chose. Donc, la clientèle qui vous intéresse, vous en particulier, n'est probablement pas très représentée dans cet échantillon-là. Un, les échantillons ne vont pas être très grands. Et deux, les plus démunis ne doivent pas être nombreux non plus. Mais j'imagine que les élections par les politiques sont un peu les mêmes que dans plusieurs autres États sociodémocrates. Donc, parmi le panier de mesures possibles, on les a tous examinés Non. par rapport à l'efficacité. Ben, ça veut dire, ce qui est très commun, là, c'est ce qu'on appelle les programmes, les programmes d'impôt négatif. C'est-à-dire qu'on donne un transfert à quelqu'un qui est moins généreux que ce que recommande la CCLP, et ensuite on dit, bon, ben, si vous travaillez, on ne vous impose pas à 100%, on vous permet de travailler, de gagner des revenus et pas payer le plein d'impôt. C'est ce qu'on appelle des emplois, des programmes. Et ça, on a ça au Québec. C'est un petit peu ce qui est universel, c'est un programme qu'on retrouve beaucoup. Ce que le CCLP dit, c'est qu'en fait, ce qu'on donne aux gens, aux personnes seules, à l'aide sociale, si elles ne travaillent pas, c'est pas assez. Ils sont dans une situation de précarité et de pauvreté. Parce qu'une personne seule au Québec a droit environ à 6 000 je crois, par année, là, si ma mémoire est bonne. Pardon? 47 000, bon. Donc là, on propose 10 000. Parce qu'on dit, alors, mais, et tout le danger, quand je parlais avec la journaliste sur Ben Mail hier, elle me disait, oui, mais ça veut dire vraiment qu'une personne qui se met à travailler, l'État va lui donner la différence entre ce qu'elle gagne et le panier. Je dis oui. Mais à ce moment-là, il y a une taxe de 100% parce que la personne, à mesure qu'elle travaille plus, tout ce qui se produit pour elle, elle ne voit pas la différence. Son chèque ne change pas. C'est le gouvernement qui change sa contribution à lui. Et donc, jusqu'à ce qu'il ait épuisé complètement son... Et donc, ça crée une désincitation totale à travailler. Autrement dit, le CCLP a voulu substituer un programme d'impôt négatif à un autre programme, mais qui, lui, a les mêmes défauts que l'aide sociale traditionnelle. L'aide sociale traditionnelle, c'est que vous avez droit à un montant, et dès que vous travaillez, chaque dollar que vous gagnez, on vous l'enlève. C'est exactement ce que recommande le CCLP. Mais à un niveau plus élevé. Alors, il ne faut pas s'étonner que les résultats qu'on a, c'est exactement ce qu'on peut s'attendre a priori, c'est-à-dire qu'en faisant ça, on a une taxe de 100% sur le revenu de travail, et donc, il n'y a aucune incitation à travailler plus. Et la différence entre le 80% et le 100% du panier, ben, la petite différence que ça vous fait en termes de revenus, ça vous coûte de travailler toute l'année un certain nombre d'heures par semaine. Et dans notre modèle, le loisir est un bien, le travail est un mal. Les gens n'aiment pas ça travailler. Donc, il faut les compenser pour travailler. Alors, ce programme-là a les défauts de l'aide sociale, mais c'est une aide sociale plus généreuse. Et il ne faut pas s'étonner des effets désincitatifs que ça crée. Alors que normalement, ton revenu, on va accepter que ton revenu augmente, malgré qu'on soit un transfert inconditionnel du gouvernement. Alors, tout l'arbitrage est entre combien on donne si la personne ne travaille pas et à quelle vitesse on va taxer son revenu une fois qu'elle se met à travailler. Et toute la difficulté est là. Et les programmes, je dirais, Jean, ils se distinguent par ça. Est-ce qu'on donne plus et on taxe plus vite, ou on donne moins et on taxe moins vite? Et ce qui distingue la plupart des programmes dans différents pays, c'est ça. Et aux États-Unis, ils ont le Earned Income Tax Credit. Tu te mets à travailler et le fait que tu travailles, on te donne un crédit d'impôt. En Angleterre, ils ont la même chose. Au Canada, depuis 3 ou 4 ans, ils ont la même chose. Donc, ça s'en va tous vers des programmes d'incitation au travail. Autrement dit, vous allez avoir plus, on vous taxe beaucoup moins si vous vous mettez à travailler. Et ça, les effets sont très, très nets sur la marge intensive. Beaucoup de gens se mettent à travailler, ça a très peu d'effets sur les heures travaillées, mais ça incite énormément de gens à travailler. Parce qu'on ne les taxe pas de façon outrancière lorsqu'ils se mettent à travailler. Dernière chose. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous coupez les micros?